Avant tout, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas ou pas encore. Je m'appelle Cyril Malka, je suis psychologue cognitif et comportemental ainsi qu'hypnothérapeute. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à aller jeter un œil sur mon site principal, malka.fr. Et là, vous pourrez voir, il y a une partie qui s'appelle Cyril Malka. Vous pouvez cliquer dessus et tout savoir sur moi, enfin presque. Et vous pouvez même prendre rendez-vous en plus, si vous avez envie de prendre un rendez-vous avec moi. Maintenant, je vous laisse avec le sujet du jour, le webinaire du jour, enfin d'hier, c'est-à-dire du 7 avril, et qui est donc sur les antidépresseurs et les anxiolytiques. Cyril Malka, son divan. Cyril Malka, son divan. Cyril Malka, son divan. Alors bonsoir et bienvenue sur ce nouveau webinaire que j'ai intitulé de manière très passionnante « Antidépresseurs et anxiolytiques ». Et ça, c'est en fin de compte parce que certains de mes clients utilisent ce genre de médicaments. Alors, on va se mettre d'accord, moi je suis psychologue et je ne peux en aucun cas faire interférence avec ce que dit un médecin, ce que fait un médecin, et je ne peux pas prescrire des antidépresseurs ou des anxiolytiques ou ce que vous voulez. Maintenant, ce que je dis là, je le dis en tant que professionnel et en tant que personne privée, pourra-t-on dire, et ce n'est pas une recommandation spéciale et je ne veux pas me substituer à aucun médecin. Et c'est à vous de voir avec votre praticien, avec votre médecin, avec votre psychiatre, ce que vous en pensez ou ce qu'il en dit, etc. Néanmoins, il y a quand même... alors, quand on est dans des états dépressifs, ça va surtout être basé sur la dépression, même si on va prendre un petit peu les angoisses. Mais en France, il y a une explosion, tout comme partout dans le monde occidental, en fin de compte. Et il est très difficile même de trouver des statistiques par rapport à la consommation par milliers d'habitants, etc. C'est très opaque tout ça. J'ai passé un temps fou à trouver des statistiques et ce que j'ai trouvé en fin de compte, ça dit tout et n'importe quoi. À part qu'il y a une augmentation marquante de l'utilisation des antidépresseurs et des anxiolytiques dans le monde occidental. Ça, c'est une certitude. Après, de combien on ne nous dit pas tout, sûrement pour de bonnes raisons. Alors, antidépresseurs, ça veut dire quoi? Alors, les antidépresseurs, ça peut être des antidépresseurs en eux-mêmes, donc des médicaments nommés antidépresseurs, comme basés sur l'escitalopram ou la paroxétine. Ça va être des trucs comme Séroplex ou Deroxate. Ça peut aussi être des benzodiazépines, qu'on dit benzo en langage plus court. Donc des trucs comme le Valium qui est basé sur le diazépam ou le Temesta qui est basé sur le lorazépam. Les benzos sont en fin de compte généralement plutôt utilisés contre les angoisses, mais ils peuvent de temps à autre être utilisés contre la dépression. Alors pourquoi et comment? Il y a plusieurs façons de lesquelles ces médicaments fonctionnent, et ça je ne veux pas du tout me lancer là-dedans. Mais c'est parce que ces antidépresseurs ou les benzos agissent de manière différente dans votre cerveau. Et c'est donc supposé que si l'un ne marche pas, l'autre va fonctionner, etc. Vous avez des produits basés sur le buspirone. Et puis vous avez les antihistaminiques qui, eux, fonctionnent en fin de compte en ayant un effet relaxant. Bonsoir Agnès. Et puis vous avez ce qui s'appelle les bêta-bloquants. Alors ça, je les connais un peu parce que c'était la mode à l'époque au Danemark, quand on allait passer les examens, de se faire prescrire des antibloquants, des bêta-bloquants par son médecin, ou alors si on connaissait quelqu'un, moi je connaissais des gens qui travaillaient à l'hôpital, des médecins ou des étudiants en dernière année, etc. Ils pouvaient faire des ordonnances. Et les bêta-bloquants, en fin de compte, c'est quelque chose qui vous fait vous détendre, qui fait baisser votre tension artérielle et ce qui fait donc qu'on est un peu moins nerveux, on est un peu moins angoissé, etc. Donc des fois, on utilise des bêta-bloquants comme antidépresseurs.
Après, les antihistaminiques, vous en avez pas mal qui sont en fin de compte en vente libre. Donc vous n'avez même pas besoin de médecin pour vous les prescrire. Et là aussi, eux, ils fonctionnent de façon un petit peu plutôt de vous détendre, de vous assoupir, de vous faire dormir en quelque sorte. C'est plutôt de cette façon-là dont ils fonctionnent. Après, donc, les autres fonctionnent de façon un petit peu différente. Donc chaque médicament utilisé en tant qu'antidépresseur n'est pas nécessairement un antidépresseur. Donc, vous avez les antidépresseurs, puis vous avez donc les benzos, antihistaminiques, etc., etc. Maintenant, si on se concentre sur les antidépresseurs en eux-mêmes, alors ce qui est des antihistaminiques, des bêta-bloquants, je ne vais pas en parler du tout, parce que sans ça, on n'en finira jamais. Et donc, je vais me concentrer sur les antidépresseurs en eux-mêmes et sur les benzos. D'accord ? Ça va être les deux médicaments, les deux parties ou les deux départements ou les styles sur lesquels je vais me concentrer. Alors, le problème des antidépresseurs que je vais prendre en premier, ça va être que, il va y avoir pour commencer certains effets secondaires qui ne sont pas désirables. Tout médicament, même de l'aspirine, même du paracétamol, tout médicament, même les médicaments naturels. Alors les gens qui prennent des médicaments qui sont censés être des herbes, c'est naturel, si ça nous fait pas de bien, ça nous fait pas de mal, c'est de la connerie. À partir du moment où un médicament existe, qu'il soit naturel, issu d'herbes ou issu du laboratoire de chimie d'à côté, il va y avoir des effets secondaires. C'est impossible autrement. Tout médicament a un effet secondaire. Après, la question est-ce que l'on veut prendre les effets secondaires qui vont avec ce médicament ou pas ? Ça peut être votre choix, en sachant que tous les effets secondaires ne vont pas marcher sur tout le monde. Enfin, il va y avoir des personnes qui vont avoir que quelques effets secondaires, d'autres beaucoup, certains vont être totalement allergiques. Enfin bref, donc il y a tout un éventail de possibilités. Donc vous avez, pour les antidépresseurs, vous avez les nausées et les vomissements. Vous avez des insomnies ou des somnolences excessives, ce qui est problématique parce que le fait de dormir beaucoup est régulièrement pris comme un des signes de la dépression par beaucoup de praticiens. Donc si vous avez un médicament qui vous rend encore plus somnolent, vous risquez parfaitement que votre médecin vous dise « on va augmenter un petit peu la dose parce qu'apparemment ça ne marche pas ». Perte d'appétit ou prise de poids, ça va dépendre des médicaments. Agitation ou nervosité, sous la prise d'antidépresseurs. Des troubles sexuels, alors ça va être la perte de libido, ça va être des difficultés d'érection pour les messieurs ou de lubrification pour ces dames, des retards ou des difficultés à atteindre l'orgasme, et ça c'est pour les deux. Une bouche sèche, ce qui est en fin de compte le même effet que pour ceux de la libido. Une fatigue, certains patients vont avoir une fatigue accrue à la prise d'antidépresseurs. Et je me souviens d'un patient que j'avais qui était venu chez moi pour une dépression. Et on travaillait bien dessus et il avançait, mais il était toujours fatigué. Et son psychiatre lui disait « Mais tant que vous êtes fatigué, ça veut dire que vous avez une dépression. Même si vous pensez ne plus en avoir, si vous êtes fatigué, c'est que vous êtes déprimé. Donc, on va vous garder sur antidépresseurs. » Alors là, du coup, il va y rester longtemps. Des maux de tête, et puis des tremblements. Ça peut être les mains ou d'autres parties du corps, pas nécessairement les mains. Alors, il faut bien se souvenir que certains de ces effets secondaires peuvent être problématiques pour les personnes qui sont déprimées. Enfin, je veux dire, quand on est déprimé et que, par exemple, on est en train de prendre du poids, ça risque de nous rendre encore plus déprimés. Même principe avec la fatigue, même principe avec les troubles sexuels et même principe avec les maux de tête. Tout ça, ça peut en fin de compte contre-travailler l'effet de l'antidépresseur. Donc ça, les effets secondaires peuvent être relativement compliqués, psychologiquement parlant, pour les personnes qui prennent des antidépresseurs. Après,
il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes que les antidépresseurs ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent plus après une certaine période de temps, ou c'est un petit peu comme si ça marche relativement bien au départ, et puis après un certain temps, bah, ça fonctionne moins bien, ou ça fonctionne plus du tout, ou alors ça fonctionne pas pour certains. Alors, d'où ça peut venir? Alors, d'après les médecins, ça vient de... Alors, il peut y avoir plusieurs raisons, mais ça peut venir d'une tolérance aux effets de l'antidépresseur, ce qui fait que votre corps s'habitue, en fin de compte, aux effets du médicament, ce qui va donc réduire son impact sur les symptômes dépressifs. C'est marrant en y pensant, parce que, par exemple, on n'a pas le même principe avec l'aspirine ou avec le paracétamol. On n'a pas ce principe de tolérance et d'adaptation. Si on a toujours mal après la prise de paracétamol, c'est qu'il nous faut quelque chose de plus musclé, et c'est pas parce qu'on s'y est adapté, c'est tout simplement parce que la douleur est trop grande. Il y a des interactions médicamenteuses. Alors, ça veut dire que si vous prenez d'autres médicaments ou des trucs en vente libre ou des choses qui vous ont été prescrites par le médecin, eh ben, ça peut interagir avec les antidépresseurs et donc diminuer leur efficacité. Et puis, si vous respectez pas le traitement, c'est-à-dire que si vous ne suivez pas ce qu'on vous a dit, comment vous devez prendre et combien vous devez en prendre et quand vous devez en prendre, et ben dans ce cas-là, ça va pas marcher comme ça devrait. Et puis, il va y avoir un problème de dosage. On va vous dire, bon, bah, c'est parce qu'on a sous-dosé ou on a surdosé, etc. Ou alors, on va vous dire, bah, tout simplement, c'est un médicament qui ne fonctionne pas très bien sur vous, ou qui ne fonctionne pas du tout sur vous, donc on va vous changer, on va vous mettre sur des benzos, ou on va vous mettre sur autre chose, ou sur une autre construction chimique, parce que vous avez apparemment une résistance à ce médicament. Et puis ça peut aussi être une autre maladie sous-jacente qui n'est pas traitée. Par exemple, si vous avez des problèmes, une maladie thyroïdienne ou une carence nutritionnelle qui va faire que ça va faire obstacle à certaines choses. Donc, dans ce cas-là, le médecin va éventuellement jouer un petit peu avec les doses, augmenter ou descendre, etc. Et donc, oui, voilà. Et donc là, il y a Laurence qui me donne un bon exemple. J'ai été mise sous antidépresseur pour douleurs neuropathiques et les effets secondaires m'empêchaient de faire du sport et donc ça m'a déprimé. J'ai arrêté rapidement. Ouais. En gros, donc, on va avoir d'un côté des effets secondaires qui peuvent être problématiques et d'un autre côté, il peut y avoir des moments où c'est pas efficace, où ça marche même pas du tout. Et chose amusante, enfin, façon de parler, bien entendu, c'est que il y a plusieurs études qui ont démontré que l'effet des placebos et l'effet des antidépresseurs se valaient. C'est-à-dire que vous avez l'étude de Kirsch et autres, en 2008, qui a été publiée dans PLOS Medicine, qui a examiné les données provenant de plusieurs essais cliniques sur des antidépresseurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Et ils ont constaté que l'amélioration des symptômes dépressifs chez les patients qui prenaient des antidépresseurs, il a été seulement un tout petit peu supérieur à celle observée chez les patients qui prenaient du placebo. Étude de Fournier, en 2020, qui a été publié dans le Journal of the American Medical Association, JAMA, a également analysé les données de plusieurs essais cliniques et ils en sont arrivés à la conclusion que les différences dans l'efficacité des antidépresseurs et des placebos étaient modestes et cliniquement non significatives pour la plupart des patients. Là, je lis parce que c'est le rapport. Et enfin, l'étude de Kahn et autres, c'était une méta-analyse, c'est-à-dire qu'ils prenaient plusieurs analyses et plusieurs essais et plusieurs études qu'ils ont réunies et ils ont tout simplement vu toutes les données de toutes les études et ils en ont fait une méta-analyse. Elle a été donc publiée dans Lancet Psychiatry et elle a examiné les données de plus de 500 essais cliniques sur 21 types d'antidépresseurs. Et elle a conclu que la plupart des antidépresseurs étaient peu plus efficaces que les placebos dans le traitement de la dépression. Et que cette différence était cliniquement insignifiante.
Donc, la plupart des études, et en plus, oui, une étude de laquelle je parle d'ailleurs sur mon site, vous pouvez la trouver sur malka.fr/3341. Et ben, c'est une étude de 2022, aussi une méta-analyse, qui s'était basée sur le fait que les antidépresseurs qui prétendaient bloquer la sérotonine, mettre plus de sérotonine, enfin qui étaient basés sur la connexion avec la sérotonine, ben, en fin de compte, ça marchait pas. Que la sérotonine n'avait absolument rien à voir avec la dépression, qu'on s'est rendu compte que les personnes dépressives n'avaient pas moins de sérotonine que les autres, enfin bref, que ça n'avait absolument rien à voir. Donc, il n'est pas étonnant que les antidépresseurs basés entre autres sur la donnée de sérotonine, ben, ça n'est pas d'effet du tout, quoi. Donc, en fin de compte, si vous trouvez que votre antidépresseur ne marche pas beaucoup, ne marche pas très bien, eh ben, c'est peut-être pour une bonne raison. Donc ça, c'est pour les antidépresseurs. On va revenir là-dessus dans un instant, mais là, j'aimerais qu'on passe aux benzodiazépines. Parce que les benzodiazépines sont utilisés pour traiter généralement l'anxiété, l'insomnie, les convulsions, les spasmes musculaires et différentes autres affections. Et donc, on dit qu'elles sont très efficaces pour gérer tous ces cas, bien sûr. Et donc, elles sont aussi, des fois, données pour traiter la dépression. Maintenant, il y a pas mal de risques sur... et sous anxiolytiques d'office pour contrebalancer les risques de crise d'angoisse liés aux antidépresseurs, stone toute la journée. Oui, tout à fait, Laurence. Ça, c'est aussi un effet secondaire qui est des fois même recherché par certains des benzos. Alors, certains risques et dangers, donc, en plus que celui que Laurence nous donne ici, vous avez la dépendance et la tolérance. Les benzos ont un très fort potentiel de dépendance. L'utilisation à long terme, ça va entraîner une tolérance, ça va vous donner une tolérance, il n'y a pas le choix. Ce qui va vouloir dire qu'on va être obligé de passer à des doses de plus en plus élevées, nécessaires pour obtenir le même effet. Donc ça va de toute façon mener à une dépendance physique et ou psychologique dont le sevrage est extrêmement difficile. J'ai eu plusieurs patients qui ont mis plusieurs années à se sortir d'un sevrage au benzo. Ça peut vraiment être très difficile de s'en sortir. Il y a beaucoup d'effets secondaires, la somnolence, la confusion, faiblesse musculaire, étourdissement, troubles de la mémoire, troubles des coordinations, problèmes gastro-intestinaux, il y en a beaucoup et ça va affecter votre vie quotidienne de tous les jours. Vous pouvez même pas fonctionner normalement, vous pouvez pas conduire, il y a plein de choses que vous pouvez plus faire normalement. Donc, pour les patients qui souffrent de dépression, c'est pas top quand même, hein. Je dirais que c'est pas top. Puis vous avez bien entendu le risque d'abus, hein, du fait où ça a quand même un effet relaxant, euphorisant, etc. Et ça va être utilisé de façon abusive, récréative. Il y a le risque, surtout chez les personnes qui ont une tendance à devenir rapidement dépendantes. Donc ça peut vous entraîner différents problèmes de santé mentale et physique très graves. Je me souviens, une de mes patientes qui s'est décidée à arrêter les benzos du jour au lendemain et je lui avais dit surtout ne faites pas ça, voyez avec votre médecin pour les arrêter parce qu'il ne faut pas vous arrêter d'un coup, mais presque du jour au lendemain elle a eu des troubles paranoïaques, elle voulait se jeter de son balcon, enfin c'était vraiment totalement horrible. Heureusement elle était en contact avec moi par WhatsApp. Et je lui ai dit de reprendre des benzos, et c'est ce qu'elle a donc fait, et de voir avec son médecin pour faire descendre le truc, parce que c'est vraiment compliqué. Il y a le problème de surdosage. Les benzos peuvent être extrêmement dangereux en cas de surdosage, surtout si vous les prenez avec d'autres médicaments, ce qui est malheureusement souvent le cas. Les médecins vont souvent vous prescrire les benzos avec autre chose. Et ou alors si vous les prenez avec de l'alcool ou autre, ça peut avoir des résultats
catastrophiques, dépression respiratoire, coma, la mort, ça fait. Et puis il y a des effets à long terme où vous avez risque de démence, risque de troubles psychiatriques, risque de troubles cognitifs, risque de chute, enfin bref. Là aussi, on est à pas mal de trucs. Et c'est pour ça qu'en tout cas aux États-Unis, on ne prescrit pas, il n'y a pas de prescription de benzo à long terme. C'est généralement pour des traitements à très court terme, justement pour éviter tous ces effets-là. Et j'ai l'impression, pour ce que j'en sais et pour les patients avec qui j'ai parlé, qu'en France, les médecins, ils ont l'air de prescrire ça pour des durées relativement longues. Enfin, moi, j'ai eu des patients qui étaient sur des benzos pour une période relativement longue. Et ça, c'est vraiment très problématique. Parce que c'est pas prévu pour ça, c'est extrêmement dangereux et de toute façon ça va plus fonctionner après un certain temps. Parce que pour les benzos aussi, il va y avoir un risque que ça marche pas. Alors par contre les effets secondaires ils marchent relativement bien, mais l'effet recherché ne marche pas toujours. Ou alors ça peut arrêter de marcher. Et là, les raisons les plus courantes utilisées, ça va être qu'il y a une tolérance, en fin de compte, comme les antidépresseurs, ce qui fait que le médicament devient de moins en moins efficace au fil du temps, et donc va demander des doses de plus en plus élevées pour le même effet. La dépendance, parce que les benzos ont un fort effet de dépendance, et donc les personnes vont devenir physiquement et psychologiquement dépendantes du médicament, ça c'est quasi certain. C'est donc un effet à court terme et ça veut dire que ça ne va pas traiter les causes sous-jacentes des symptômes. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a prescrit les benzos, et donc à court terme, comme c'est logiquement le cas, une fois qu'on les arrête, les symptômes reviennent au mieux. Et puis, donc les effets secondaires peuvent être très problématiques pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'effets secondaires indésirables. Et donc, le problème, c'est que il y a ce qu'on appelle la sous-traitance des symptômes, c'est-à-dire que les benzos vont masquer les symptômes d'anxiété ou d'insomnie sans traiter la cause du problème, bien entendu. En fin de compte, ça c'est un petit peu le problème de tous les médicaments. Et si on ne traite pas ces symptômes, en fin de compte, si on ne traite pas les causes sous-jacentes, eh bien entendu, ça va revenir au moment où on va arrêter les benzos. Encore une fois, les benzos sont prévus pour être utilisés à court terme. Donc le fait d'arrêter les benzos, c'est quelque chose qui doit se produire relativement rapidement. C'est seulement pour un traitement à court terme. On va revenir à un psychiatre américain que j'ai bien aimé et que beaucoup de personnes aiment, qui est Aaron T. Beck, et qui a travaillé énormément sur les dépressions, justement. Il a travaillé dans pas mal de domaines, mais ses études sur la dépression, qu'il a publiées en 1967 dans son bouquin Cognitive Therapy of Depression, a fait beaucoup avancer, en fin de compte, toute la psychologie cognitive, tout le domaine de la psychologie cognitive dans ce domaine. Et en fin de compte, il a examiné des dizaines de milliers de personnes. Je ne dis pas des centaines, mais je dis des dizaines de milliers de personnes sont passées au travers de ces études. Alors, c'est l'avantage des États-Unis, c'est un grand pays, il y a 350 millions d'habitants, un truc comme ça. Ils sont aussi nombreux qu'en Europe, mais c'est un pays où ils parlent tous la même langue et où ils sont tous plus ou moins de la même culture, etc. Donc, ça donne vraiment des données très, très cohérentes. Et on peut faire des études à très large échelle comme on ne peut pas les faire en Europe parce que ne serait-ce que faire une étude psychologique entre un Danois et un Italien, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats du tout. Donc ça a été l'avantage. Et donc en étudiant toutes ces personnes dépressives, en étudiant le degré de dépression, en étudiant leur environnement social, enfants divorcés ou pas, orphelins, machin, truc, enfance heureuse, enfance malheureuse, enfin bref, il a étudié tout ce genre de personnes, et la conclusion a tout simplement été que, on ne pouvait pas baser de résultats sur la façon dont les gens avaient été élevés. Ils pouvaient avoir une enfance heureuse comme malheureuse, ça n'avait rien à voir. Ils pouvaient avoir eu un niveau social élevé, un niveau social bas, ça n'avait rien à voir. Ils pouvaient avoir été développés dans une ville ou dans les champs, ça n'avait rien à voir. Enfin bref, apparemment, il n'y avait aucun lien,
pourrait-on dire, à l'environnement par rapport à ça, par rapport à la dépression. La seule chose qu'il a pu constater, c'était que les personnes dépressives ont une tendance à avoir des pensées automatiques négatives et des croyances négatives sur eux-mêmes, sur le monde, sur l'avenir, ce qui les conduit tout simplement à interpréter les événements de manière négative et à se sentir déprimés, même lorsque les circonstances extérieures, en fin de compte, sont neutres ou positives. Il s'est rendu compte que même chez les personnes où tout allait bien, elles trouvaient quelque chose pour une raison de déprimer, en quelque sorte. Elle allait chercher la petite bête, pourrait-on dire, pour déprimer. Donc, le principe de base, c'est un petit peu ce que j'ai résumé, d'après les travaux de Albert Ellis, sur ce qui s'appelle la façon, en fin de compte, de penser et de composer vos croyances et vos croyances. C'est-à-dire, en gros, on va dire que très souvent, on s'imagine que lorsqu'il y a un activateur nommé A, ça va mener, il se passe quelque chose, ça va mener à une conséquence qu'on va nommer C. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit quelque chose de blessant en A, eh ben, je vais me mettre en colère, par exemple, en C, ou je vais déprimer en C. Enfin bref, après, ça va dépendre. Donc, dépendamment de ce qui a été dit ou de ce qui a été fait en A, alors en A, ça peut être quelque chose que vous voyez, quelque chose qu'on vous dit, quelque chose qu'on vous fait, quelque chose qu'on ne fait pas, quelque chose qu'on ne vous dit pas. Ça peut être une pensée, hein, vous êtes en train de passer l'aspirateur, en train de penser à un truc, et puis boum, tout d'un coup vous déprimez parce que vous avez pensé à quelque chose de déprimant, par exemple, ou vous riez parce que vous avez pensé à quelque chose de rigolo. Bref, donc le A, ça peut être tout et n'importe quoi. Et donc ça va mener à une conséquence. Maintenant, le truc, c'est que si on part de ce principe, toutes les personnes mises dans une certaine condition A devraient arriver au même C. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, toutes les femmes devraient avoir peur des araignées, par exemple. Ou à chaque fois qu'on dit ceci ou cela, les gens vont se mettre en colère. Or, on sait parfaitement que ce n'est pas vrai. Déjà, toutes les femmes n'ont pas peur des araignées, par exemple. Et puis, on ne peut pas dire, bah non, ça marche pas parce que moi je réagis pas comme ça, par exemple. Donc, bah oui, voilà, on va vous dire, bah non, c'est parce que t'es pas normal. Bah non, c'est pas parce que je suis pas normal, c'est parce que moi je réagis pas comme ça. Et prise à l'envers, c'est ce qui donne lieu à cette psychologie débile qu'on utilise aujourd'hui, qui dit si vous faites ça à votre gamin, eh ben il sera comme ça quand il sera plus grand. Ou les gens qui réagissent comme ça, c'est parce qu'il leur est arrivé ça dans leur enfance, ou c'est parce que la société leur a dit ça, ou c'est parce que ceci, ou c'est parce que cela. Donc ça marche dans les deux sens, en fin de compte, tout aussi débile dans un sens que dans l'autre, parce que ça ne tient pas la route, mais ça nous donne une pseudo-explication. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde ne réagit pas de la même façon ? Eh bien ça vient que, tout simplement parce qu'on a des croyances entre le A et le B. Entre le A et le C, pardon. C'est-à-dire qu'entre le A et le C, moi j'ai un certain système de croyances et vous avez un autre système de croyances. Et puis, c'est pour ça que le A vu au travers du B va nécessairement mener à un C différent, dépendamment de nos croyances, notre système de croyances. Alors après, on pourra dire que, encore une fois, en psychologie classique, on peut en arriver à parler des croyances, mais dans ce cas-là, on perd du temps à essayer de trouver d'où viennent ces croyances. Mais ça, on s'en fout d'où elles viennent, les croyances. Qu'elles viennent de quelque chose que vous avez vu à la télé, ou parce que vous avez vu le zizi de votre papa quand vous aviez 3 ans, ou parce qu'on vous a dit ça ou ça, on s'en fout en fin de compte d'où elles viennent. Le problème, c'est qu'elles sont là, et que tant qu'on a les mêmes croyances, on va arriver au même résultat. Et c'est pour ça que les gens continuent à se taper la tête sur les mêmes murs et tombent sur les mêmes problèmes, même s'ils déménagent, même s'ils changent de boulot, même s'ils changent de partenaire, parce que tant qu'ils n'ont pas changé leur système de croyance, le filtre va être le même en quelque sorte. Et c'est pas de savoir d'où vient ce filtre qui va vous le faire changer. Pour prendre des exemples avec le ABC, disons que en A, par exemple, j'ai eu une perte. Ça peut être une perte de travail, une perte de quelqu'un que j'aime, une perte d'un animal, une perte de santé, une perte de ce que vous voulez. Ça va être une perte en A.
Si en B, je me dis, oh là là, mais c'est horrible, ma vie va s'arrêter, je ne vais plus pouvoir rien faire de ma vie, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ma vie a plus de sens, je vaux rien, je suis rien sans lui ou sans elle, ou sans ce travail, enfin bref. Là, on sait, vous allez arriver en dépression. Ouais, c'est un fait. Si en B, par contre, vous vous dites, la vache, c'est un coup dur, ça me fait beaucoup de peine, j'ai vraiment de la peine, il va me manquer, ou ça va me manquer, ou ça va rendre les choses plus difficiles parce que maintenant j'ai plus de bras, ou parce que ceci, ou parce que cela, il va falloir que je vais plus pouvoir faire ça, ça me fait de la peine. Ben, vous allez être triste, mais vous n'allez pas être déprimé. Vous n'allez pas être bloqué. La personne déprimée, elle est bloquée. La personne triste, elle n'est pas bloquée. Mais la personne déprimée n'est pas plus triste que la personne triste, hein. Ne croyez pas ça. Maintenant, il y a cette inflation de vocabulaire qui aujourd'hui fait que les gens disent qu'ils sont déprimés pour un rien. Mais en règle générale, on peut être extrêmement triste, on peut avoir beaucoup de chagrin, mais on n'en est pas déprimé pour autant. Et il est parfaitement normal d'avoir du chagrin après une perte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me rappelle toujours, ça, je prends cet exemple parce que ça m'a frappé à l'époque. Je travaillais comme aide-soignant, j'étais toujours étudiant où je venais de finir. Et une de mes collègues, j'étais de garde de soir, et une de mes collègues, son mari est venu lui annoncer que son père était mort. Enfin, que son père à elle était mort. Alors, elle avait été malade pendant un certain temps, donc c'était attendu, mais n'empêche que, bon, au moment où elle a reçu la nouvelle, elle a éclaté en sanglots, bien entendu. Et son mari était là devant elle en train de la regarder. Et puis il me regarde et il me dit, est-ce que tu as un médicament à lui donner pour la calmer? Je lui dis, prends-la dans tes bras. Mais enfin, c'est normal, son père vient de mourir, bien entendu, elle a du chagrin. Je veux dire. Donc il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on a un chagrin et parce que ce chagrin est violent, par exemple, bah, c'est une dépression et il faut se bourrer de médicaments. Vous voyez? Maintenant, si on prend un deuxième exemple, disons que je dois passer une évaluation quelconque. Ça peut être un examen, un entretien d'embauche, je ne sais pas. Si en B, je me dis, oh là là, et moi qui suis tellement nul, ça va vraiment mal se passer. Je me souviens, mon dernier examen ou mon dernier entretien d'embauche, ça a été la catastrophe. Je vais encore me planter, je vais encore dire plein de conneries, je vais pas l'avoir, oh là là, c'est horrible. Là, dans ce cas-là, on va arriver à l'angoisse. Résultat, il y a de fortes chances que si on va à l'examen, on soit totalement bloqué et que ça se passe mal, ou alors on va pas y aller. On va trouver une excuse, on va tomber malade, entre guillemets, ou alors on va pas y aller, tout simplement, pour les plus francs d'entre nous. Ça, c'est la personne angoissée, bloquée. Vous pouvez aussi vous dire, vache, c'est super important que j'ai cet examen, il va vraiment falloir que je me concentre, je suis inquiet parce que je suis vachement nerveux, parce que j'espère que ça va bien se passer. Je ne sais pas si vous le savez, hein, entre nous soit dit, mais avant chaque webinaire, je suis extrêmement nerveux. Les personnes qui me connaissent le savent. Je suis presque terrorisé en me disant j'espère que ça va bien se passer, que les choses, etc. Et pourtant, les webinaires, ça fait des années que j'en fais. Je suis passé à la radio, etc. Ça fait 20 ans que je le fais. N'empêche que c'est toujours là. Un point, c'est tout. Alors, vous imaginez si je devais arrêter les webinaires juste parce que je suis trop nerveux? Donc, dans ce cas-là, oui, je suis inquiet parce que c'est pas une situation naturelle d'être devant vous et de vous parler, par exemple. C'est pas naturel d'aller à un examen, c'est pas naturel d'aller à un entretien d'embauche. Donc, bien sûr, on est inquiet, bien sûr, on est nerveux. Tout le monde le sait, ça. Voilà. Donc, vous n'êtes pas bloqué de la même façon. Le truc est que les personnes qui sont angoissées ne sont pas plus inquiètes que les personnes qui sont inquiètes. Elles sont juste plus bloquées. Donc, en fin de compte, la solution, ou la règle la plus importante, c'est de travailler vos croyances. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle des distractions. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise, par exemple, vis-à-vis de la colère. Quand vous avez une personne qui se met en colère, ce que les gens font, ça va être que, en règle générale, par exemple, quand ils sentent la colère monter, ils vont aller courir, ou ils vont compter jusqu'à 30, ou ils vont écouter de la musique à fond les ballons, pour faire descendre leur colère.
En règle générale, quand je travaille avec des clients qui ont des problèmes de colère, alors je leur donne cette méthode pour faire tomber la colère, et après, je leur dis, et après vous pensez à la façon dont vous avez, quelles sont les croyances qui vous sont arrivées pour vous mettre en colère. Vous avez pensé quoi? Vous avez ressenti quoi? Pourquoi vous vous êtes mis en colère? Avez-vous été blessé? Vous avez-vous senti déçu? Qu'est-ce que vous vous êtes dit en fin de compte? Quelles ont été vos croyances? Parce que tant que vous ne changez pas ces croyances, même si vous faites descendre la colère en faisant du sport ou en écoutant de la musique, eh ben, tant que vous ne changez pas votre façon de penser, la prochaine fois que la chose va arriver, eh ben, vous allez retomber dedans. Tant que vous ne changez pas vos croyances. C'est logique. Alors, les distractions, ça peut être des distractions saines, comme aller courir par exemple, ou écouter de la musique, et ça peut être des distractions malsaines, comme fumer du shit ou boire de l'alcool par exemple. Et c'est là où vous avez les antidépresseurs et les benzos et autres médicaments différents. Ça va être des distractions qui vont avoir ou pas un effet sur votre physique, qui vont pour les bêta-bloqueurs par exemple, bon, bah, c'est quelque chose qui va vous détendre, les antihistaminiques aussi, ça va vous détendre, mais ça reste une distraction. Alors c'est pour ça qu'aux États-Unis, généralement, ils disent généralement que la clé, c'est la thérapie. C'est la thérapie cognitivo-comportementale. Ça, de toute façon, c'est la solution à tout. Mais que pour certains patients ou certains clients, ça dépend de comment on voit les choses. Personnellement, je les vois comme clients parce qu'ils ne sont pas malades. Mais donc, pour certains clients, ça peut être nécessaire de leur donner des antidépresseurs au début parce qu'ils ne peuvent pas se concentrer, en quelque sorte, sur trouver la force, en quelque sorte, de travailler sans avoir les antidépresseurs. Mais c'est une béquille qu'on n'utilise que pendant un certain temps, pendant un temps très court. Et après, on vire les antidépresseurs pour garder que la thérapie, parce qu'une fois que vous êtes lancé, il n'y a pas nécessairement autre chose. Seul problème, ça va être le phénomène de résistance. Alors, il y a toujours une résistance psychologique au traitement. Arrive un moment où le client doit prendre certaines dispositions, doit prendre des risques, doit faire quelque chose. Et là, c'est quand même le nouveau. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Et la dépression ou l'angoisse, le cas échéant, même si c'est désagréable, on le connaît. On sait un petit peu ce que c'est, donc on sait à quoi s'en tenir. Et en plus, il y a un gain. À toute névrose, il y a un gain. Et le gain de la dépression ou le gain de l'anxiété ou de l'angoisse, ça va être qu'on évite la chose qu'on n'aime pas, donc on ne le fait pas. Donc en fin de compte, il y a un certain gain. Et pour certaines personnes, elles vont préférer rester dans cet état, quitte à prendre des médicaments, plutôt que de décider à s'en sortir et de prendre le risque de s'en sortir parce qu'elles ne sont pas sûres de quelle va être la solution et de comment ça va se passer. Alors ça va être le rôle du thérapeute de soutenir le client dans ce cas-là, petit à petit, mais ça ne marche pas toujours, hein. Il va y en avoir qui ne vont pas vouloir. Et il y en a beaucoup, hein. Dans le cas des angoisses, il y a environ 30% des personnes qui vont décider d'y rester, qui ne vont pas vouloir, qui ne vont pas pouvoir prendre le risque, qui ne vont pas vouloir prendre le risque. Et plus il va y avoir dira-t-on, de traitements médicamenteux, et plus il va y avoir de compréhension pour le problème, en fin de compte, dans la société. Ce qu'il y a, puisque les médicaments, tout ça, c'est un big business, ça marche bien, ça vaut beaucoup d'argent. Et donc, bien entendu, les thérapeutes qui ne vont pas vous aider à vous en sortir, mais qui vont vous expliquer pourquoi vous êtes dans cet état, ils se font beaucoup d'argent et c'est leur intérêt de vous garder en thérapie le plus longtemps possible, bien entendu. Et ben voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, si vous avez envie que je traite d'un certain sujet, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr. Sans ça, je vous retrouve d'ici une quinzaine de jours pour un webinaire suivant. Bonsoir, bonne soirée, au revoir. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Sans divan.
Cyril Malka. Cyril Malka, sans divan.